Lorsque mes turbulents amis et moi-même avions 13 ans, l'une des choses les plus tapageuses et malicieuses que nous avions l'habitude de faire était des séances de ding-dong à partir d'un fossé le samedi soir. Il y a 10 ans, nous vivions tous dans le même pâté de maison, dans un quartier de banlieue typique. À l'époque, il y avait beaucoup moins de maisons et plus de bois. Je vais inventer des noms en ce qui concerne mes amis pour cette histoire. Il y avait Marc, James et Nat. Marc et James étaient habituellement ceux qui allaient vers les maisons et appuyaient sur la sonnette. Nat et moi, en revanche, avions l'habitude de trouver illico des cachettes. On s'était déjà tapé 5 à 6 maisons environ. Je me souviens de tous les hommes qui, à chaque porte, avaient à peu près les mêmes réactions. Ils sortaient sur le perron, un ou deux hurlaient quelque chose, et puis ils rentraient à l'intérieur. Pour quelques maisons, nous sonnions à nouveau en quête de réaction gratinée. Une fois, un type avait crié qu'il allait appeler les flics si nous réitérerions une deuxième fois. Sur ce, au moment où il avait fermé la porte, nous avions fait une croix sur le bas de la rue et nous étions dirigés vers le quartier d'à côté. Comme je l'ai déjà mentionné, il y a 10 ans dans ce quartier, il y avait des îlots boisés à l'endroit même où se trouvent implantées aujourd'hui des maisons. Dans le quartier pavillonnaire suivant, plus loin, il y avait quelques parcelles boisées entourant des maisons et les habitations dans ce quartier semblaient être mal entretenues. La première maison de ce quartier était en face d'un espace boisé, ce qui en faisait une cachette parfaite. La maison paraissait délabrée, l'herbe haute, une vieille voiture en ruine recouverte installée dans l'allée. Globalement juste une petite maison. Marc avait sonné à la porte et avait à peine eu le temps de traverser la rue avant que la porte ne s'ouvre. C'était un autre homme qui avait répondu. Ce gars était vraiment grand et robuste. Il faisait environ 6 pieds. Contrairement aux autres, il fut immédiatement furieux et fit sur le champ le tour de sa cour, vérifiant chaque buisson tout en hurlant des menaces. Vous allez voir! Et finalement, il retourna chez lui. On riait comme d'habitude. Marc attendait quelques minutes, vérifiait les fenêtres, puis courait vers l'arrière du perron pour sonner de nouveau. Je n'enviais pas sa place pour cette maison. Je n'aurais jamais osé faire retentir la sonnette de cet homme encore une fois. Marc savait qu'il n'aurait probablement pas suffisamment de temps. Alors il avait couru sur le côté de la maison et avait disparu du champ de vision. Cette fois-ci, la porte s'ouvrit beaucoup plus rapidement et l'homme sortit, un fusil à la main. Nous nous regardions simultanément en disant entre nos dents « Eh merde !» L'homme scruta les mêmes endroits, puis cette fois-ci, il vérifia quelques coins supplémentaires, tels que l'arrière de sa voiture, quelques arbres, et puis se dirigea jusqu'au centre de sa pelouse et resta figé là, debout, comme s'il semblait réfléchir. Il regarda autour et soudainement sa tête s'arrêta en direction du bois comme si nous avait repérés. Moi, Matt et James, nous nous dévisagions, planqués avec l'espoir qu'il ne nous voyait pas. Après avoir regardé 10 secondes dans notre direction, l'homme rentra chez lui et réapparut à sa fenêtre, planté, immobile comme une statue. Il regardait dans notre direction, du côté des bois. Une fois de plus, nous observions Marc se glisser vers la porte d'entrée de l'homme, mais il n'y avait rien que nous ne puissions faire. Nous avions trop peur de bouger ou de crier quoi que ce soit. Marc sonna à la porte une fois encore et déguerpit. L'homme ne bougea pas, ou du moins pas pour une minute. Puis il se tourna et s'éloigna de la fenêtre. Nous n'arrivions plus à voir Marc, mais nous étions encore trop nerveux pour bouger ou dire quoi que ce soit. La seule chose dont je me souvienne est que nous avions entendu la voix de Marc de l'autre côté de la rue nous crier « Courez !» Nous n'avions pas compris avant d'entendre quelqu'un se précipiter derrière nous. Réalisant en tournant la tête que c'était l'homme de l'autre côté de la rue, avec son fusil en main pointé sur nous, nous courions tels de petites proies traquées par un prédateur, vers Marc qui nous attendait de l'autre côté de la rue. Nous avions couru et franchi plusieurs rues jusqu'à ce que nous soyons sûrs de l'avoir sauvé. Marc nous avait expliqué qu'il avait crié lorsqu'il avait vu l'homme se faufiler vers le bois avec son arme.
Nous n'avons pas dénoncé ni raconté ce qui était arrivé ce jour-là. Juste à quelques amis et c'est tout. Heureusement, le pavillon était à plusieurs pâtés de maisons de nos habitations. Ainsi, presque jamais nous n'avons eu à repasser par là-bas. J'ai vécu dans une maison infernale pendant quelques semaines. J'étais étudiant et mes parents s'acquittaient des loyers de celle-ci afin que je puisse m'y installer et y vivre seul. Non gâté, en effet. La maison était modeste. Rien de chic ou d'immense et ça me suffisait. En tout cas pour les premiers jours. Ensuite, ça a rapidement commencé à devenir étrange. Au cours d'un samedi pluvieux durant lequel je n'avais rien à faire, je regardais la télé pendant quelques heures. C'est à ce moment-là que j'entendis le bruit d'un raclement sur le sol de mon salon. Étonnée, je regardais autour de la pièce pensant qu'un animal se trouvait dans la maison ou quelque chose de ce genre. Puis, je me remis à visionner la télé. La pluie tombait sans cesse, même durant la nuit, ce qui me donnait une bonne excuse pour ne pas sortir. À l'aise sur mon sofa, je continuais à regarder la télé dans mon salon. Je dressai l'oreille lorsque j'eus le pressentiment d'entendre quelque chose dans la cuisine. Ridiculement, je pris mon oreiller avec moi, pensant qu'il pourrait me servir d'arme, et me dirigeai vers la porte de celle-ci. Là-bas, au beau milieu de la cuisine sombre, se trouvait une boîte de centaines de petits anneaux de Cheerios, répandus sur mon sol. Je n'avais aucune idée de comment cela était arrivé. Je déposai, malgré tout, mon oreiller et commençai à nettoyer les céréales. À ce moment-là, j'entendis un craquement semblable au bruit que ferait quelqu'un marchant sur un vieux parquet branlant. C'était proche de la table de cuisine, mais il n'y avait personne. J'avais l'impression de devenir fou. Chaque petit bruit me rendait paranoïaque. Une fois le parquet propre, je retournai regarder la télé. La masse de nuages s'approchant, le tonnerre devenait de plus en plus bruyant. Et pourtant, étrangement, celui-ci me relaxait. C'était la dernière chose dont je me souvenais, apprécier le son de l'orage avant de m'être réveillé d'un assoupissement qui semblait avoir duré 1 heure. La télé était encore allumée, mais ce n'est pas celle-ci qui me réveilla. Je me souviens d'avoir pensé de m'être réveillé à cause d'un coup ou bien d'un bruit sourd provenant du rez-de-chaussée. Malgré tout, j'éteignis la télévision et montai les escaliers pour aller vers ma chambre. Le jour d'après fut normal, ainsi que le suivant. Ce n'est qu'à partir d'un autre jour pluvieux que les choses étranges recommencèrent. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une sensation de m'être enivrée toute la nuit. Aucune des gueules de bois que j'ai vécues ne m'avait rendue aussi malade. Je n'avais pas beaucoup marché ce jour-là, et ce temps lugubre me clouait au lit davantage. Je laissais la télé allumée toute la journée pour l'ambiance, et un seau près de moi au cas où l'envie de vomir me viendrait. Vers midi, j'avais mis la télévision en sourdine, après avoir entendu des sons provenant d'au-dessus de ma chambre. Le grenier. La porte-trappe du grenier se trouvait dans le plafond de ma chambre. Ce n'était pas un bruit que j'entendis, mais plutôt 3 ou 4 coups. Je m'étais débrouillée pour me lever de mon lit malgré le fait que chaque mouvement me donnait envie de gerber. J'ouvris la porte du grenier, pris une de mes vieilles battes de baseball, montai les escaliers et éclairai la pièce. Dans celle-ci se trouvaient quelques vieilles boîtes répandues ci et là, qui devaient appartenir à l'ancien propriétaire. Mais rien de vivant qui aurait pu produire ces sons. Je descendais vite car le grenier me donnait plus ou moins la chair de poule. Il n'y eut plus de bruit jusqu'à la tombée de la nuit. Pensant que l'orage m'avait réveillée, me sentant toujours un peu malade, le fameux bruit sourd provenant du grenier résonna de nouveau et me donnait des frissons. Je rouvris la porte du grenier, ma batte de baseball en main, et montai les escaliers. Je me mis en colère et criai avec la voix la plus intimidante possible. Mais, avant d'avoir pu allumer la lumière, j'entendis la voix d'un enfant ricaner dans l'obscurité.
Les mots ne peuvent pas décrire la sensation du sang qui se glace dans les veines. La frayeur que j'avais ressentie. Le mot frayeur ne peut même pas décrire l'épouvante que j'avais éprouvée à ce moment-là. Je sortis de la maison si vite que je ne me souviens pas d'avoir couru. J'appelai mon père sous la pluie froide et lui demandai de venir me chercher, lui expliquant du mieux que je pus. Mes parents se rendirent compte à quel point j'étais émotionnellement perturbée. Le lendemain, j'emballai mes affaires avec mes parents et repartis vivre chez eux. À ce jour, je suis convaincue que ce que j'ai vécu dans cette maison était du paranormal. J'avais l'habitude de travailler en tant que domestique pour quelques vieilles dames durant quelques semaines lorsque j'avais 20 ans. L'une d'elles avait une très grande mais vieille propriété qui aurait pu être magnifique si elle avait été entretenue. Elle avait 2 acres de terrain entourés d'espaces boisés sur 3 orientations et sur la 4e, un chemin. La bâtisse elle-même était ancienne et principalement faite de bois et l'intérieur était particulièrement sombre. Elle gardait les volets de certaines pièces fermées pour des raisons que je ne comprenais pas. Je les ouvrais parfois afin de laisser rentrer la lumière pour les retrouver de nouveau fermées lorsque je passais devant. Elle éclairait certaines pièces avec des bougies qui pour moi rendaient l'atmosphère intérieure encore plus préhistorique. Pour couronner le tout, le parquet craquait à n'en plus finir, partout dans la maison. La dame s'appelait Mel. Elle devait avoir dans les 70 ans. Le type de travail que Mel me procurait consistait à, pour l'essentiel, effectuer des tâches physiques qu'elle ne pouvait plus vraiment faire, telles que balayer, dépoussiérer, faire la vaisselle, faire la lessive, gérer son courrier et d'autres tâches de ce type. Un week-end, Mel me demanda de rester pour une nuit ou 2. Ce n'était pas un problème pour moi, car elle avait 4 chambres à coucher et vivait seule quoi qu'il en soit. Ce fut un vendredi et, techniquement parlant, le samedi également que tout bascula. J'étais arrivée un vendredi comme d'habitude et échangeais très peu de mots avec Mel. Je déposais mon sac à dos rempli de vêtements et de cosmétiques que j'étalais sur le lit sur lequel j'allais devoir dormir. Alors que je me retournais, je vis Mel, debout raide, près de l'entrée de ma porte. Elle avait une façon bien à elle de se manifester, à donner des frissons, et son entrée ne faisait pas exception. Elle ne me salua pas, ce qui n'était pas si étrange car je m'y étais habituée. Elle m'indiqua juste de ranger cette chambre immédiatement, et après ça m'ordonna de mettre en ordre toute la maison. Ensuite, elle se dirigea vers l'étage supérieur. Je ne la revis plus de la journée, mais pouvais l'entendre de temps en temps marcher dans sa chambre à l'étage. C'était étrange, car elle semblait faire continuellement des allers-retours. Il n'y avait pas de télé dans cette maison. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien faire. Il y eut une chose que je trouvais particulièrement bizarre. C'était sa façon de protéger son sous-sol dont elle m'interdisait strictement l'accès. L'heure de se coucher arriva et je partis au lit tôt. C'était avant que le smartphone ne devienne une idée, donc je n'avais pas l'heure avec moi. Il devait être probablement entre 21h ou 22h. Durant les premières heures, tout fut paisible. Néanmoins, j'eus des difficultés à trouver le sommeil, étant donné que j'étais dans le lit le plus inconfortable dans lequel il m'était été donné de dormir. Il semblait être quelques heures plus tard, quand je commençais à entendre des pas sur le parquet craquelé devant ma chambre. Ça donnait l'impression que Mel était en train de passer à côté de celle-ci, très lentement. Peut-être allait-elle juste aux toilettes ? Quelques minutes plus tard, j'entendis à nouveau les bruits de ses pas, mais cette fois-ci, elle s'arrêta net derrière ma porte. Je m'assis et écoutai. Je pouvais entendre les craquements que faisait Mel, qui était là,
plantée devant ma porte et ça a commencé à me faire flipper. Enfin, elle s'éloigna. Je l'entendis descendre les escaliers et ensuite le bruit d'une porte s'ouvrir et se refermer au rez-de-chaussée. J'eus l'impression qu'il s'agissait de la porte du sous-sol. Plus tard, j'entendis la porte s'ouvrir et se refermer de nouveau, et ensuite, des pas lents et lourds s'approchaient, faisant craquer les escaliers. Encore une fois, les pas se dirigèrent vers ma chambre, puis stoppèrent. Je me rassis pour écouter et pouvais entendre les grincements dus à la pression exercée sur le sol à l'extérieur devant ma porte. Et ensuite, j'entendis la poignée de ma porte qui commençait à tourner. Je m'allongeai et ramenai les draps sur moi et prétendis être endormi. J'entendis Mel faire quelques pas à l'intérieur de ma chambre, s'interrompre et partir. Ensuite, elle retourna vers sa chambre et ferma sa porte. J'étais quelque peu perturbée. C'était un comportement vraiment étrange. J'attendis environ une demi-heure avant de décider que je devais aller voir ce qu'il y avait dans ce sous-sol. Je sortis du lit branlant sur la pointe des pieds, me dirigeai vers la porte et ensuite, toujours sur la pointe des pieds, descendis les escaliers du mieux que je pus. J'ouvris la porte lourde du sous-sol, allumai les lumières et me glissai vers le bas. Lorsque j'eus atteint la dernière marche de l'escalier, je retins mon envie d'hurler. Au beau milieu de la pièce, il y avait 2 vieilles chaises en bois sur lesquelles se trouvaient, à mon avis, 2 corps en décomposition, affublés de perruques. La vue d'insectes rampant sur l'un des corps me donnait davantage l'envie de vomir. Je m'enfonçais toujours dans le sous-sol, m'approchais des corps, car je devais m'assurer qu'ils étaient vrais. Les 2 corps portaient des perruques d'hommes. Le plus grand avait en plus un béret. Je ne connais pas grand-chose sur les cadavres ou de leur taux de décomposition. Néanmoins, ce que je pourrais dire, c'est que les cadavres devaient dater d'1 an. Je crus que mon cœur allait s'arrêter immédiatement lorsque j'entendis des pas provenant du premier étage. Je n'eus pas le temps d'éteindre la lumière. Je me cachai derrière un divan miteux lorsque j'entendis un pas lourd et lent descendre. Je couvris ma bouche avec mes mains lorsque je ressentis Mel atteindre la dernière marche de l'escalier. Soudain, elle chuchota mon nom. Pendant une demi-seconde, je regardai autour du canapé et vis Mel traverser le sous-sol avec un gros couteau de cuisine à la main. Je savais qu'elle serait trop lente pour m'attraper, alors je courus vers l'escalier. Elle cria mon nom et me poursuivit aussi vite qu'elle le put. Arrivé au premier étage, je me précipitai dans ma chambre, pris mon sac à dos, descendis au rez-de-chaussée et la vis sortir du sous-sol. Je courus jusqu'à ma voiture, la démarrai, repris mon souffle, regardai la porte d'entrée de la grande vieille maison et vis Mel qui se tenait là, raide comme un piquet. Je détalai de l'immense propriété et rentrai chez moi dans les 10 minutes chrono. Heureusement, je n'avais donné à Mel aucune de mes informations, ni mon adresse, ni mon numéro de téléphone. Si je devais deviner, je dirais que l'un de ces cadavres devait appartenir à son défunt mari, dont elle m'avait parlé à 2 reprises. Quant à l'autre cadavre plus petit, je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vu ce soir-là restera à jamais gravé dans ma mémoire.